Mesdames et messieurs, merci de nous regarder. Le Grand Soir, édition de ce jour, en compagnie du vice-président national de l'UDC. C'est un plateau politique, donc autant vous le dire d'entrée de jeu, parce que nous sommes au cours d'une période particulièrement sensible de la vie de cette nation quand même. Ce début d'année qui est marqué quand même par nombre de choses qui pourraient se dérouler au niveau de la contexture de l'équipe gouvernementale avec les actes attendus du chef de l'État. On évoquera donc tout cela. Alors, monsieur Cyril Sambaka, vous étiez candidat à Voury Centre dans le cadre du dernier double scrutin et on peut le dire que vous avez perdu l'élection dans le cadre de votre coalition avec les Edith Kawala et tous les autres. Pourquoi, à votre avis, déjà, bienvenue d'abord, pourquoi, à votre avis, les populations n'ont-elles pas bien compris le sens de votre contrat social? Ben, ce que je dois dire, c'est que tout le monde a pu le remarquer, vous avec, que les dés étaient pipés, parce qu'il y a eu, c'est ce que le chef de l'État a décrié le 31, massivement de corruption, des achats de conscience. Et malheureusement, pendant... Ça, vous le saviez avant, bien vous nous le savions avant. Et nous avons rencontré, pendant notre campagne, beaucoup de Camerounais qui nous disaient 1000 francs pour 5 ans, c'est terminé. Voyez-vous? Et il s'est avéré que, malheureusement, les taux ont augmenté et la corruption a eu encore ses effets, mais toute chose qui nous amène à être confortés dans notre position, parce que le thème de notre campagne était pour un nouveau contrat social. Parce que nous le savions déjà que pour avoir un pays fort, il faut avoir une population forte, une citoyenneté. Donc nous nous battions pour une nouvelle citoyenneté et pour un nouveau contrat social. Ce contrat social qui doit amener les Camerounais déjà à prendre conscience et à s'engager pour une unité nationale, pour que nous puissions, dans notre pays, combattre la corruption. Parce que le nouveau contrat social comporte tout cela. Il faut combattre la corruption, il faut aller de l'avant, il faut une économie forte. Il faut des populations engagées à une nouvelle citoyenneté qui connaissent leurs droits, leurs devoirs, qui savent voter, contrôler, sanctionner, qui n'attendent pas de l'autre côté que la manne tombe du ciel. On va reparler de tout cela, mais voilà. Disons déjà que donc, pour l'élection à Voury Centre, il y a quand même quelques opposants qui ont réalisé une percée, choix aussi, du SDF. Comment lui, il a pu faire quand même pour essayer de se frayer un chemin quand même dans cette circonscription-là? Mais je pense que vous êtes journaliste, vous avez pu constater que la fraude était de rigueur. Peut-être que lui, il a trouvé le moyen de passer là-dedans, mais je crois nous étions des gens... Peut-être qu'il a fraudé lui-même aussi, hein, parce que c'est pas forcément seulement les gens du pouvoir qui fraudent. Hein. J'ai entendu les membres du RDPC le dire, peut-être qu'ils savent de quoi ils parlent, mais en ce qui nous concerne, nous avons travaillé dans la sérénité parce que nous ne pouvons pas avoir un pays fort si les acteurs politiques doivent aller sur le terrain corrompre les gens. Parce que quand on a fini de corrompre ces gens, il est clair qu'on travaille pour soi-même, on ne travaille plus pour eux. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous voyez, avec l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui, des députés, au lieu de bloquer le budget, ils ont préféré le faire passer comme une lettre à la poste. Moi, je pense que s'il n'y avait pas déjà analysé l'ancien budget et que le nouveau budget ne venait pas à délai, il était question de l'arrêter et de repousser parce que il faut que enfin dans ce pays que nous puissions respecter nos propres lois et que ce soit beaucoup plus efficace le travail du député. Mais si le député s'en va pour avoir un titre, c'est tout à fait normal que nous nous retrouvions dans des situations que nous connaissons aujourd'hui, dont nous sommes complètement réconfortés, nous sommes encouragés. D'ailleurs, les populations qui n'ont pas voté pour nous ne font que nous dire qu'il faut qu'on persévère dans cette voie et je crois que c'est la voie qui va pouvoir donner le salut à ce pays. Tout à fait. Disons que vers la fin de l'émission, on reparlera de ce que vous entendez, vos perspectives au niveau de votre formation politique. Madame, monsieur, rapidement, on va aller évoquer les actualités du jour tout de suite. Ce sont nos tendances.
D'abord, la conférence épiscopale nationale, les évêques du Cameroun qui étaient réunis à Douala depuis, on va le dire, le début de la semaine, qui vont donc devoir repartir quand même avec comme centre d'intérêt l'appel à plus de solidarité en direction des plus pauvres. Monseigneur Samuel Kleda, qui est le président de cette conférence-là et qui recevait donc tout ce beau monde, du beau monde quand même, venu de l'église catholique romaine qui est implantée au Cameroun, donc a dû recommander encore les uns les autres au niveau du sens de la charité. Aujourd'hui, le rôle de l'église Cyril Sambaka au Cameroun, quand même, l'église catholique depuis quelque temps se positionne véritablement comme un corps social important qui peut influer sur la marche des affaires du pays. Je pense que c'est nécessaire parce que si vous prenez l'église, l'église répand la morale, l'éthique. Vous avez vu, il a suffi que l'église catholique fasse une université d'Afrique centrale à Yaoundé pour que vous vous rendiez compte que le produit qui sort de là est un bon produit qui est recherché. Je dois donc dire que cela est axé dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle nous, à l'UDC, nous avions dit à l'époque que nous ne pouvons pas avoir une école comme l'ENAM et ne pas enseigner la morale et l'éthique là-dedans, parce que ce sont nos fonctionnaires, c'est eux qui vont demain avoir la gestion de la plupart des choses dans le pays. Il est important que la morale, l'éthique, le respect de la chose d'autrui, le respect de la chose publique puissent être enseignés dans ces écoles-là. Toutes choses que l'université catholique fait, n'est-ce pas, et on voit les résultats. Donc nous pouvons dire raisonnablement que notre pays, il y a des possibilités d'avancer, mais les freins aussi sont là et la volonté n'y est pas. On a un problème en premier lieu de volonté parce qu'il y a des tests qui se font ça et là qui apportent des résultats, mais ces résultats, ces tests sont tellement minimes que ça ne peut pas prendre l'ensemble du pays. C'est vrai que c'est l'homme politique qui parle, mais on était sur le sujet des évêques camerounais quand même, qui pourraient avoir un rôle important. À ce niveau d'ailleurs, on attend toujours que la confirmation soit apportée à la tête de... absolument un rôle l'archidiocèse de Yaoundé qui ne connaît pas encore son évêque titulaire aussi, parce que Monseigneur Jean Barga reste évêque des Bolova à Kribi. Il a été nommé de façon intérimaire, mais ça prend beaucoup de temps aujourd'hui pour une ville, une métropole comme Yaoundé. On ne sait pas trop quels sont ces usages-là qui font traîner les choses. Non. Ce qui est important à retenir, c'est que le Vatican est tellement bien organisé que l'absence du Monseigneur ne crée pas de problème. Voyez-vous, ça ne crée pas de problème parce que l'administration, elle est là, les hommes passent, mais l'administration reste. Dans le cas d'espèce, le mandataire n'étant pas là, la manière dont est organisée l'Église catholique fait en sorte que on ne sente pas ce vide-là. On aimerait avoir quelqu'un, il viendra, mais vous convenez avec moi que quand on remplace quelqu'un où il y a eu des problèmes, il faut prendre un peu de recul. Ça, c'est vous qui dites qu'il y a eu des problèmes. Quand on les interroge, ils disent qu'il y a eu pas le moindre problème. Autre attente qui se fait longue, ce fameux gouvernement de la République quand même. Hein. C'est vrai que le chef de l'État est bien coutumier du fait. Donc, alors on attendait cela. D'aucuns disaient que ça devrait tomber ce jour, ce mardi. Mais dans le journal de 17 h de CRTV, on a plutôt servi aux auditeurs les nominations au ministère des enseignements secondaires, effectivement. Alors, Bapes qui essaie quand même de procéder à quelques derniers actes au cas où il devrait partir du gouvernement. Alors le gouvernement lui-même qui se fait donc attendre, le Yan Filemon dont on reconnaît qu'il aura été l'un des PM les plus inactifs de l'histoire du Cameroun, a été reçu par le chef de l'État il y a quelques jours, quelques heures d'ailleurs. C'était des signes avant-coureurs même, jusqu'à l'heure où nous commençons cette émission. Rien n'a filtré, la fumée blanche se fait toujours attendre. Juste un commentaire là-dessus, Sambaka. Oui, je dois dire que nous n'avons jamais eu de Premier ministre fort. Même quand le président Biya était Premier ministre du temps d'Aïyo, il n'était pas un Premier ministre fort. Parce que c'est la Constitution qui donne la possibilité à un Premier ministre d'être fort. Autant donc aller jusqu'à la suppression du poste comme l'a suggéré l'ancien SGPR, Marafa Midou Yaya. Voilà, il a demandé qu'on supprime le poste. C'est un point de vue pour lequel moi je n'adhère pas. Mais ce que je dois dire, c'est que le Premier ministre est fort parce qu'il a des pouvoirs qui viennent de la Constitution. Il faut donc un délestage du pouvoir du président de la République vers le Premier ministre qui peut le transformer en un Premier ministre fort. Mais si ce n'est pas fait, le Premier ministre est là pour inaugurer les chrysanthèmes. Est-ce que pour autant c'est ce qui peut justifier qu'il y ait autant d'inertie quand même à la tête
on va dire, de la primature quand même. Mais c'est ce que je voulais dire. On leur a pas demandé de ne pas agir forcément. Tous ceux qui sont passés, Achille Achou, Peter Mafani Moussangé, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu Sadou Ayatou bien avant, qui n'a pas fait long feu. Aujourd'hui, Yan Filemon, dont on créditait quand même d'un assez beau parcours jusqu'à l'international. Non, ce que je veux vous dire, c'est que quand un gouvernement échoue successivement pendant des années et pendant des décennies, il arrive un moment où les populations sont plus regardantes, où les journalistes sont plus regardants, et il s'avère tout simplement que ça tombe à l'ère de Yan Filemon. Moi, je dois dire cela parce que j'ai pas vu quelles sont les initiatives que les autres premiers ministres ont pris dans ce pays. Tout le monde a toujours juré le président de la République, son Excellence Paul Biya. Tous les ministres, tous les premiers ministres, personne n'a jamais dit ce qu'il peut faire. Ou alors, vous voulez dire qu'il aura été, pour essayer d'être disculpé aussi, il aura été simplement victime du système aussi. Parce qu'à un moment donné, on avait signalé qu'il avait voulu démissionner. Moi, je dis qu'il n'avait pas les coups de franche. Moi, je dis qu'il y a un réveil des populations qui, dans la paupérisation totale, se rendent compte qu'il faut regarder. Et ça, c'est le rôle de la nouvelle citoyenneté dont je vous parlais tout à l'heure. C'est celle de pouvoir regarder, de pouvoir avoir ses droits, ses devoirs, de pouvoir juger ceux qui nous gouvernent, ceux à qui on a donné le mandat ou ceux qui ont reçu des mandats de ceux qui ont reçu les mandats du peuple. Je pense qu'aujourd'hui, la paupérisation, parce que comme quelqu'un disait, on nous a demandé de serrer les ceintures, on ne les a jamais desserrées et on ne s'est jamais posé la question de savoir si on n'allait pas être sectionné en deux. Donc on a ce problème fondamental qui amène les populations, les journalistes, les Camerounais en général, à être plus regardants. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est pour ça que M. Yan Filemon est aujourd'hui taxé de laxiste. Mais je dois dire que quel est le ministre qui l'écoute? Quel est le ministre, le premier ministre au Cameroun il avait eu les conflit avec son secrétaire général, M. Louis-Paul Moutazé, quand voilà, il était puissant aussi. Donc voilà. vous me titillez, vous êtes au courant de tout. Voilà, on va rapidement peut-être reparler de ça tout à l'heure, mais rapidement, donc, parmi les ministres qui sont également dans le viseur également, on cite le cas de Essimi Menyé-Lazare, aujourd'hui à la tête du département de l'agriculture, mais on se rappelle qu'il avait été tout puissant argentier du Cameroun à la tête du ministère des Finances, qui reste un des plus prestigieux de la République. Et là, il y a des journaux qui l'indexent depuis quelque temps comme ayant été également à la tête de quelques malversations. Au jour d'aujourd'hui, il serait dans le viseur, Lazare Essimi Menyé, parce que, dit-on, il aurait été un peu à la base de quelques tripatouillages dans le processus de liquidation des ex-sociétés d'État et de bien d'autres choses encore. C'est une affaire qui regardera dans les tout prochains jours, qui pourrait regarder la justice camerounaise, qui pourrait s'en saisir dans le cadre de l'opération dite épervier. On n'en dira donc pas plus sur la question. On parle de la Sonel qui a repris avec les délestages. Bon, on va plutôt dire qu'au Cameroun, la norme voudrait que les populations, les ménages souffrent des coupures intempestives d'électricité. Et que quand ça va bien, c'est plutôt ça qui doit nous surprendre aujourd'hui. Donc, comme on a repris avec les coupures tout le temps, il y a eu encore un communiqué tout à l'heure où on demande aux populations du littoral et du sud-ouest de s'attendre à de l'instabilité dans la distribution électrique au Cameroun. C'est quoi le problème à la fin, monsieur Cyril Sambaka? Le problème, c'est celui que connaît le Cameroun en général, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, on n'anticipe pas, il n'y a pas de prévision. Voyez-vous, deuxième puissance hydroélectrique en termes de capacité d'Afrique, il est difficile de comprendre que ce que nous devions vendre aux pays environnants, nous ne l'avons pas nous-mêmes. Ça pose un certain problème. Donc, le problème du Cameroun, c'est que nous devons absolument, pour avancer, avoir une boussole et avoir une horloge. Quand on a la boussole, ce n'est pas suffisant. Il faut une horloge, il faut programmer. Nous ne pouvons pas être industrialisés si nous n'avons pas de l'énergie. L'énergie qui était prévue depuis plus de 20 ans, n'est-ce pas, de 30 ans, est en train d'être construite. 30 ans après, ça pose un problème. Donc, même si nous avons envie des industries ici aujourd'hui, ça va être difficile. On a la chance que Dieu nous a donné des barrages de l'hydroélectrique. Nous avons la chance que nous avons du gaz, mais nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que nous n'avançons pas alors que nous sommes une plaque tournante en Afrique centrale. On a bien le sentiment que tout a été raté au niveau de la mise en place quand même. Mais c'est pas un sentiment du pays. C'est pas un sentiment. Tout le monde peut le constater. Le chef de l'État en premier, n'est-ce pas, que ça ne va pas. Et moi, je salue cela. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on analyse le discours du président, on va se rendre compte qu'il le dit depuis une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, ça a plus d'impact
Tout simplement parce que nous sommes restés longtemps dans la misère. On nous a parlé de PPTE, on atteindra le point d'achèvement, l'argent va se déverser sur le Cameroun, on aura trouvé le bout du tunnel. On va revenir, Cyril Sambaka, vraiment essayons de nous recadrer parce que avec vous les politiques, vraiment si on ne vous remet pas sur le chemin, on va se perdre un peu, je vous comprends. Sur le cas donc de la Sonel, bon, on peut comprendre que bon, finalement les Camerounais doivent rester tranquilles, c'est devenu une habitude. Surtout que de ce côté-là, les services de communication ne nous indiquent pas les raisons fondamentales, ils parlent simplement de perturbations. Oui, mais je dois dire, raisons. Je pense que l'électricité, c'est d'abord les barrages, n'est-ce pas? C'est aussi. Vous parlez pas à leur place en tous les cas. Oui, c'est aussi. Non, je le dis parce que moi-même, j'ai subi cela samedi dernier, n'est-ce pas? Une coupure, n'est-ce pas, d'un câble, qui m'alimente. Donc je dois dire que ce qui véhicule l'électricité peut aussi être mis en cause. C'est-à-dire qu'il peut avoir de l'énergie, mais si le transport n'est plus fiable, il faut penser à tout cela. En tout cas, vous l'avez dit en début, on ne devrait plus connaître ce genre de désagrément dans un pays comme le Cameroun, qui est une puissance au niveau de la sous-région Afrique centrale. Quand même, c'est bien dommage et ce sont des choses qui font qu'on n'a pas envie de rester dans ce pays fondamentalement, parce que c'est des choses que nous vivons au plus proche de nous. Même ici à la télévision, on a de la peine à chaque fois et il faut aller allumer le groupe électrogène parce que on ne peut pas être alimenté continuellement. Donc, franchement, ce sont des choses qui peuvent révolter même toute une nation comme celle-ci finalement et nous amener à partir du Cameroun. Mais pour l'instant on est encore là et on va parler de la méthode 3Z sur H dont le promoteur, le docteur Clément Petsoko, peut se sentir content depuis qu'il a reçu il y a quelques jours la lettre de réhabilitation du ministre de la Santé en personne, André Mamafouda, qui lui a écrit pour cette méthode dite d'amincissement qui avait d'abord été interdite au Cameroun et qui revient donc maintenant pour sa commercialisation à nouveau. Donc on va le dire, beaucoup de courage en espérant que ça ne va pas provoquer des dégâts, notamment chez l'agent féminine. On parle de la vignette automobile avec ces précisions du directeur national des impôts du Cameroun. C'est un communiqué publié ce jour même qui rappelle que les vignettes sont... Bon, à ce niveau-là, quand il faut aller dépouiller les populations, les automobilistes, on est trop fort, on est seulement rendu au 7 janvier qu'on nous rappelle déjà qu'il faut vous acquitter de vos vignettes. Alors, ça part de 10-15 000 francs jusqu'à, je crois, 100 000 francs pour les véhicules de l'ordre de 20 chevaux et plus, peut-être pour les gros véhicules comme les vôtres, monsieur Sambaka. Mais ça va renflouer les caisses de l'État, c'est ce qu'on peut dire. Parce qu'ils espèrent compter sur le civisme des Camerounais. Le souhait de tous les Camerounais, c'est que les caisses de l'État soient renflouées. Mais pour faire quoi? C'est ça qui pose problème. Les caisses de l'État, nous souhaitons tous que ce soit renfloué. Qu'on baisse les impôts, que tout le monde paye les impôts, normalement, c'est normal. C'est tout à fait normal et c'est souhaitable. Mais le problème, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là où ça pose problème et c'est là où j'interpelle. Et je dis, ça, c'est la faute de nos députés. Parce que le contrôle de l'action gouvernementale incombe aux députés. Je crois que c'est eux qui doivent mettre l'œil sur un certain nombre de choses. Où va l'argent de la vignette automobile? Ou tout comme on peut se demander, où va l'argent du péage, par exemple? Oui, parce qu'au Cameroun, mais quand on a un gouvernement qui ne sent pas la nécessité de s'expliquer, d'expliquer aux populations, de dire aux populations, d'avoir une certaine lisibilité. C'est tout à fait normal qu'on soit dans le flou. C'est un peu comme vous avez votre entreprise, vous y introduisez de l'électronique, hein, vos caisses sont informatisées et autres, et puis les employés le plombent. Ils plombent pourquoi? Parce qu'ils veulent rentrer au manuel, parce qu'au manuel tout est flou. Moi je crois que c'est quelque chose qu'on voit dans notre pays, pendant que les autres pays se modernisent, nous rentrons en arrière, nous faisons du surplace, et que vous savez, dans ces affaires-là, quand on fait du surplace, ça veut automatiquement dire qu'on recule. Qu'on recule. Et moi je crois, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on arrive à nous réconcilier avec nous-mêmes. Absolument. Je crois que c'est important, au-delà des clivages politiques, c'est notre pays, nous devons nous rendre compte que Dieu nous a donné énormément et que nous les hommes, nous avons toutes les compétences au Cameroun, que ce soit à l'intérieur ou dans la diaspora, et que l'urgence est là, hein, comme le chef de l'État le disait,
n'est-ce pas? Il faut un plan d'urgence. Mais s'il faut un plan d'urgence, c'est pas le RDPC qui va aller le faire. Le RDPC le fait depuis plus de 30 ans. Ok, on va y revenir. Alors, 4 dernières nouvelles rapidement. D'abord, on va évoquer le cas de ce Camerounais d'origine, naturalisé français, l'humoriste comédien Dieudonné, qui agite la France entière depuis quelque temps. Il est accusé d'antisémitisme et de racisme même. Alors, ce jour, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls himself, est monté au créneau pour demander à tous les préfets de France et à tous les maires d'interdire le concert événement, enfin on va dire le spectacle qu'il avait programmé dans la ville de Bordeaux, puis à Tours, et puis très prochainement il devait se produire en Loire-Atlantique au niveau de Nantes, pour ceux qui connaissent la France. Alors il s'agit donc de dire que Dieudonné est véritablement un troublion aujourd'hui. Je crois que vous le connaissez. Je vous rappelle qu'il est d'origine camerounaise, du côté de Mbalmayo, là-bas où il est né, et il agite toute la France au jour d'aujourd'hui par rapport à ses prises de position. Et on estime que les contenus de ces spectacles sont fondamentalement antisémites. Est-ce que ce sont des choses qui sont admissibles au jour d'aujourd'hui dans notre siècle? Moi, ce que je dois dire, c'est que c'est un monsieur qui est métis. Ouais. C'est-à-dire qu'il a des parents noirs et blancs. Bon, il a fait son choix, mais ça doit être dans le respect des règles de la France. Si la France estime que... Vous savez, ce qui est bien en France, c'est que on ne déclare pas que Ndedi Eyango ne peut plus être le président, n'est-ce pas, de la SOCAM. C'est sur la base de certains textes, c'est quelque chose de cohérent. Et si le ministre de l'Intérieur le dit, cela veut dire qu'il a le pouvoir de le faire. Ben, pas comme ce que nous voyons en Afrique et notamment au Cameroun. Si ce monsieur touche ces problèmes qu'on veut évacuer, vous voyez, je crois que c'est normal qu'on interdise ces spectacles. En tout cas, il a déjà annoncé qu'il va saisir la justice, et par le passé, il avait déjà gagné quelques procès. Voilà, s'il gagne des procès, s'il gagne ses procès, parce que je ne connais pas bien le dossier, mais s'il gagne ses procès, c'est tout à fait normal. En tout cas, c'est bien dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas avoir son image. Et là aussi, ce sont les choses du Cameroun, parce que la connexion Internet nous pose quelques difficultés. Ça aurait été bien que ceux qui ne connaissent pas Dieudonné sachent même de qui on parle. C'est qu'on a fait suffisamment de publicité autour de ce monsieur. Bon, quelqu'un d'autre qu'on connaît assez bien au Cameroun, parce qu'il a eu la chance d'être au gouvernement depuis. Il avait d'abord été nommé ministre de la Jeunesse. Aujourd'hui, il est à la tête du département des Sports, mais avec très peu de résultats. Adoum Garoua, Adoum Ferdinand Fernand. C'est Fernand Garoua, voilà. Il est à Limbé ce jour. C'est une tournée qu'il a amorcée dans la région de l'Ouest, puis au Sud-Ouest. Alors, dit-on, pour aller superviser on va dire les travaux de construction du nouveau stade omnisport de Limbé. Alors, on voit toute cette agitation par rapport au gouvernement qui est attendu également, parce que on est quand même dans un pays où, curieusement, le football a bien marché, mais on n'a pas vu les stades. Il y a eu le grand stade Paul Biya qui devait être construit à Olembe. On n'a même pas posé la première pierre. Aujourd'hui, on nous annonce un stade omnisport à Limbé. Le Cameroun reste un pays, aujourd'hui, on ne peut pas organiser une seule des plus petites compétitions sur le sol africain. Et on continue de faire beaucoup on va le dire, de gesticulations comme ça. Bon, en tous les cas, qu'est-ce que vous pensez de cette tournée du ministre dans le Sud-Ouest? Ben, moi, je crois que c'est de la rigolade, puisqu'en réalité, moi, je vois quand on a des réunions du côté du Noun, n'est-ce pas, il y a un stade à Bafoussam qui était complètement fermé. Ça fait un bout de temps, je ne suis pas arrivé là-bas. Ouais. Mais chaque fois que je passais, on me disait c'est ici qu'il devait avoir le stade de Bafoussam. Mais les travaux étaient arrêtés, complètement arrêtés. Donc, le Cameroun n'a pas besoin des poses de première pierre. Le Cameroun a besoin des inaugurations des ouvrages. Le Cameroun a besoin d'avoir des chantiers partout qui absorbent le chômage. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si les gens ont pensé qu'ils vont annoncer à gauche et à droite la construction de ci, de ça... Il a annoncé justement qu'on entre là vraiment dans l'ère de la modernisation. Entre ce qu'on doit construire à Ebolova, pour le comice repoussé, etc., etc. L'hôtel n'est pas encore construit. On voit non, je dis il faut qu'on soit sérieux, parce que les Camerounais ne méritent pas cela. Les Camerounais et le président de la République ayant identifié lui-même que c'est de son côté que viennent tous ces problèmes, je crois que maintenant nous devons passer à l'ère des solutions. Et si eux, ils n'ont pas de solution, nous avons des solutions. À l'UDC, on a un plan de gouvernement, on peut proposer des choses, on peut en discuter, on peut en débattre, et on n'oublie jamais que le Cameroun
à des intelligences qui n'appartiennent pas aux partis politiques et qui doivent concourir à l'émergence de leur pays. Merci Cyril Sambaka. Deux dernières nouvelles. Le cas de la RCA avec cette sonnette d'alarme des gens de l'ONU eux-mêmes sur place parce que ça devient particulièrement difficile. L'ONU appelle à l'aide internationale. Ça devient intenable pour la majorité, la moitié de la population. Il faut agir vite de ce côté-là dans cette guerre qui perdure avec toujours Monsieur Joto Dia au pouvoir à la tête d'un groupement qui est constitué de rebelles. Aujourd'hui, on parle également du rôle trouble joué par le Tchad, donc le Tchad de M. Idriss Déby Itnoum, qui serait donc en train de vouloir soutenir les rebelles de la Séléka au pouvoir. Donc de ce côté, on va espérer que la communauté dite internationale va s'attarder véritablement au-delà des chars et autres canons qu'on envoie sur ce pays, parce que on peut éviter la guerre et essayer quand même de sauver les populations au jour d'aujourd'hui. C'est ce qu'il y a lieu de dire pour la Centrafrique. Hein. Ben, les Centrafricains sont victimes de ce que des hommes, n'est-ce pas, égoïstes, égocentriques, sont en train de les plonger dans le chaos total pour les intérêts qu'on ne peut pas définir ici, parce que quand bien même ils prennent la position de gouvernance, ils ne font rien pour ces populations-là. Et ce qu'on doit regretter amèrement, c'est le fait que les populations ne peuvent être que des victimes. C'est le lieu de dire que ici, dans notre pays, au Cameroun, les populations camerounaises, les partis politiques, tous les acteurs aiment la paix, veulent la paix. Et quand on voit ce triste événement, on se dit, s'il y a quelque chose à préserver au Cameroun, c'est d'abord cette paix. Si on préserve cette paix, on ne pourra pas avoir l'ennemi qui vient de l'extérieur, qui va venir troubler le Cameroun. Mais regardons-nous en face. Quand vous avez échoué pour le bonheur des Camerounais, il faut que soit vous appeliez ces Camerounais ensemble pour que vous définissiez les choses et la nouvelle vision et les méthodes de travail. C'est vrai que vous êtes bien préoccupé par le Cameroun, mais je vous garantis que pour les 30 dernières minutes, on va y rester. Mais là, on était sur la RCA pour déplorer le sort de ces populations. Vous savez, nous parlons aux téléspectateurs en principe d'abord du Cameroun. Et il faut toujours les amener à comprendre qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Maintenant, quand on y est arrivé, quand on arrive en RCA, vous croyez que les religions chrétiennes et musulmanes sont des religions qui doivent s'affronter? On n'a jamais dit ça dans le Coran, on n'a jamais dit ça dans la Bible. Voyez-vous? Donc, ce sont des hommes qui manipulent d'autres hommes qui ne connaissent peut-être pas les enjeux et qui arrivent à s'entretuer, à utiliser des machettes, à utiliser des fusils. Ce sont des mercenaires, ce sont des bandits qui sont pour le compte de qui? On se pose des questions. Mais les Africains eux-mêmes, ceux qui disent qu'ils nous dirigent, doivent se poser des questions et se dire que on travaille, on a le mandat du peuple. On travaille donc pour le peuple. On ne travaille pas pour des raisons égoïstes. C'est bien dit. Voilà, mais puisqu'on est regardé aussi à travers le monde, étant hébergé sur le satellite, on va dire que l'information du jour en Europe au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe du côté de l'Espagne, effectivement, avec le scandale au niveau du royaume d'Espagne, on peut le dire. Le roi Juan Carlos, qui est pratiquement nu aujourd'hui, le scandale de sa fille. La fille du roi épinglée par la justice espagnole, accusée de blanchiment d'argent. Aujourd'hui, plus de 50% de la population demande au roi de démissionner parce que c'est pas la première fois que ce genre de choses leur sont reprochées. Les faits sont clairs et avérés et finalement, c'est quelque chose qui n'honore pas l'Espagne tout entière. Au jour d'aujourd'hui, c'était donc la fin de cette première partie des informations. On va aller sans transition d'ailleurs aborder le premier thème parce qu'il nous reste un temps que nous allons exploiter assez minutieusement sur les 6-5 sujets qui sont omnus encore avec le vice-président national de l'UDC. C'est la deuxième personnalité de l'Union démocratique du Cameroun, le parti de Adamou Ndamjoya. C'est un poids lourd de la politique que nous avons le bonheur de recevoir. Pour commencer par évoquer donc les actes présidentiels, donc pour essayer de redécrypter le style du président Biya aujourd'hui qui est à nouveau en l'honneur, on peut le dire. Est-ce que quand vous l'avez suivi au soir du 31, vous avez eu le sentiment du déjà entendu ou bien que c'était, comme le reconnaissent quelques turiféraires du pouvoir, qu'il s'est agi d'un discours de rupture? Non, c'était pas un discours de rupture, c'était du déjà entendu.
Le problème, c'est que c'était mal entendu avant et que ça a pris beaucoup plus de proportions aujourd'hui, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que les populations, dans la paupérisation totale, commencent à devenir plus regardantes. Et moi, je pense que c'est un point qu'il faut donner aux citoyens camerounais, parce qu'il est en train d'aller maintenant vers la citoyenneté. Parce que ce que le président de la République a dit le 31, il l'a bien perçu. Il l'a perçu, il a bien compris ce qu'il a dit, ce qui veut dire qu'il est plus attentif aujourd'hui, parce qu'il y va de sa vie, de la vie de ses enfants et de ses petits-enfants, du futur du Cameroun. Donc c'est tout à fait normal que la mobilisation commence à se faire autour des discours. Le président de la République, il faut que les discours qu'il fait, qu'ils soient suivis d'actes concrets. Donc aujourd'hui, on a l'impression que c'est un nouveau discours. Non, il s'agit tout simplement d'une évolution de la classe citoyenne. Lorsqu'il reconnaît explicitement les failles du système en place, dont il est lui-même l'incarnation, est-ce qu'on ne peut pas dire tout de go forcément, comme la plupart des analystes au premier degré, tout simplement, que c'est un aveu d'échec? Mais vous savez, c'est un aveu d'échec, c'est clair. Je crois que tout le monde l'a perçu comme ça. Mais le chef de l'État a essayé de se dédouaner. Et je crois que c'est tout à fait normal. Parce que quand on a fait 30 ans de pouvoir, hein, c'est difficile qu'on pense qu'on peut faire des erreurs. C'est les autres qui font des erreurs. Mais c'est à vous de comprendre que... à votre avis, c'est quoi le problème? Est-ce que lui-même, il est comptable de cela, ou alors c'est essentiellement les autres, parce que c'est une habitude au Cameroun, c'est son entourage qui le dérange en tout cas. Jetez un coup d'œil sur la constitution du Cameroun. Tous ces gens qu'il nomme sont essentiellement révocables. Ils sont essentiellement révocables et il ne peut pas prendre, il ne peut pas dire qu'ils sont comptables de cela. Parce que c'est lui qui trace tout. C'est lui qui met le cap, c'est lui qui... Si nous voulons une administration moderne, il appartient au chef de l'État de rendre l'administration moderne, d'amener une école d'administration qui n'est pas concentrée à Yaoundé, où les gens se retrouvent maintenant en réseau. Quand ils sortent de l'ENAM, ils se retrouvent en réseau, ils font des choses, ils plombent l'administration. Il suffit tout simplement de faire comme d'autres font, à savoir qu'il faut réorienter l'éducation. Il faut que les gens qui arrivent viennent parce qu'ils ont des objectifs à atteindre qui sont tracés et leur cursus se fait à partir de cela. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a l'électronique qu'il faut instaurer dans l'administration pour que les gens ne soient plus trop en contact avec ces gens où tu entres bureau 101, 100, 200, 300, 400, 200 et pour rester dans le style du président Cyril Sambaka, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les tout prochains jours? Quand vous avez essayé de regarder, on va le dire, la colère avec laquelle il a dû s'exprimer, est-ce que déjà au niveau de la nouvelle équipe gouvernementale, on peut s'attendre à des actes de très forte amplitude? Moi, je pense que le chef de l'État, en toute honnêteté, aurait dû montrer de quoi il est capable avant de faire le discours du 31. Parce que le discours du 31 étant comme les autres, il y a de fortes chances que la suite soit aussi comme les autres. Mais maintenant, ce n'est pas parce que les populations sont devenues plus regardantes. Les journalistes sont devenus des gens qui cryptent. Voyez-vous qu'on va penser que quelque chose va se produire de nouveau. Donc, nous allons assister dans les prochains jours pour quelqu'un qui a dit qu'il faut un plan d'urgence destiné... Un plan Marshall pratiquement. Oui, déjà au niveau de la lutte contre la corruption, est-ce qu'on peut s'attendre à un durcissement de l'opération dite Épervier avec des emprisonnements? Parce qu'on a annoncé quelques nouvelles cellules au niveau du secrétariat d'État à la Défense. L'opération Épervier ne vaut pas grand-chose. L'opération Épervier ne peut pas résoudre les problèmes. Mais toutes ces personnes qui sont au gouvernement et qu'il a indexé proprement comme ayant été peu soucieuses du sens de l'intérêt général. Oui, il y en a qu'on a indexé. Quel est le sort qui leur sera réservé? On n'a pas cité de nom. Ça veut dire que nous avons un gouvernement où un ministre gagne 660 000 francs. D'accord? Un ministre d'État est dans l'ordre de 750 000 francs. Mais ils ont un train de vie quand même de l'ordre très important. Alors, ces ministres-là, quand on les a nommés, il y a eu des fêtes dans tous les villages. Maintenant, avec 600 000 francs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Soit ils vont détourner de l'argent, soit ils deviendront des mendiants. Donc c'est pour dire que l'action de la corruption, l'épervier,
ne peut pas aller pêcher des gens 5, 10 ans après leur forfaiture. Il est question de mettre en place un gouvernement moderne, un gouvernement de développement, un gouvernement où les méthodes, parce que tout n'est pas de fixer le cap. Il faut utiliser des méthodes modernes, n'est-ce pas, pour enrayer tous ces fléaux. Et ça existe. Vous pensez que 30 ans après, le président a encore l'ingéniosité de le faire s'il n'a pas pu le faire? C'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté. Et il nous a été révélé que généralement, il ne nomme que 2 ou 3, 4 personnes qu'il connaît véritablement. Donc les gouvernements se mettent en place, on va le dire, à travers des réseaux aussi, des gens comme Belinga Eboutou, qui est tout puissant, dont on dit qu'il est généralement au cœur des compositions de gouvernement. Le tout dernier, par exemple. Moi, je ne cite pas de nom parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce que je dis, c'est que le constat que tous les Camerounais font, c'est que depuis 30 ans, rien n'a bougé. Nous sommes en train de reculer. Pendant ce temps, nous avons un pays qu'on a toujours comparé au Cameroun, qu'on appelle la Côte d'Ivoire, qui sort d'une profonde crise, qui est en point de croissance en 2025. Mais point de croissance aujourd'hui, c'est 9,8. Pendant que nous projetions 6, nous sommes retournés à 4. C'est ça les faits réels. Et je suis désolé parce que les partis politiques de l'opposition avaient déjà attiré l'attention du chef de l'État par rapport à tous ces problèmes. Dieu merci, les organisations comme le FMI, la Banque mondiale, ont dit la même chose que l'opposition et ça a retenu l'attention du chef de l'État. Maintenant, comment va-t-il agir? Nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais tout le monde sait qu'un plan d'urgence, ce n'est pas un répétita. C'est quelque chose, un électrochoc. C'est quelque chose qui va amener les gens à comprendre, la jeunesse à s'épanouir, à se dire que voilà, avec ça, on peut avoir un avenir. Moi, je pense que c'est ça que tout le monde attend. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Et puis, on va dire que les hommes ne suffisent pas. Il faut que les institutions soient bonnes. Il faut que la gouvernance soit moderne. Il faut moderniser la gouvernance. Il y a des méthodes pour ça. Et les méthodes de travail. Parce que nous, à l'UDC, on dit... Après le programme, il faut les méthodes de travail. Parce qu'il y a des méthodes de travail qui se modernisent chaque jour davantage. Et ce qu'on faisait en un an, on peut aujourd'hui le faire que vous leur faites. En une semaine. On voit bien que le pouvoir est à la peine, c'est le deuxième sujet, effectivement. Alors, dans ces conditions, finalement, comment entrevoyez-vous les choses? Parce qu'on a cité quelques grosses pontes, on va le dire, du régime, qui pourraient à nouveau être épinglées par on va le dire, les mailles de l'épervier. Comment voyez-vous donc l'avenir de ce pays au niveau de sa stabilité à la fin? Moi je dis au niveau de sa stabilité, les Camerounais aiment la stabilité, ils aiment la paix comme on a dit tout à l'heure, mais ils veulent le développement. Ils aiment le développement qu'ils n'arrivent pas à obtenir depuis. Donc ce qui sera nécessaire de faire, c'est ce plan d'urgence. Et le plan d'urgence demande toutes les intelligences. Vous ne pensez pas qu'il y a déjà comme une guerre de succession quand même aussi, à l'intérieur même du propre camp des gens du pouvoir aussi? Oui, mais ça existe depuis. Ça existe depuis et ça n'a pas marché la première fois parce que la Constitution a été changée. Mais je pense que ça existe depuis. Vous n'avez pas le sentiment qu'on a envie de pousser le président à la sortie aussi, les gens même de son camp, en posant des actes malheureux tout le temps comme ça, en ne l'aidant pas à réussir sa politique de grande réalisation? Ce serait une façon de faire un chèque à sa politique pour qu'ils partent très rapidement, pour qu'ils émergent au niveau du pouvoir. Mais ils ne peuvent pas émerger si les populations sont vigilantes. Parce que ayant travaillé dans ce système et en poussant le chef dehors pour prendre sa place, je ne pense pas que si on est en démocratie, les populations pourront voter des gens comme ça. Moi, je pense que le président de la République a parlé de plan d'urgence. Ce plan d'urgence, nous souhaitons savoir ce que c'est. Et nous pensons que si c'est un bon plan d'urgence, il sera plus efficace que les coups bas qui viennent de son propre parti. Peut-être avec l'implication des gens de l'opposition, on va aller questionner donc le rôle, la nouvelle mission que peut jouer l'opposition dans cette affaire, dans l'optique d'un probable gouvernement, on va dire d'union nationale ou alors de cohabitation, parce qu'à la fin, si les gens du RDPC, majoritairement au gouvernement, ont fait la preuve de leur inaptitude à trouver les solutions aux problèmes concrets des Camerounais, peut-on aller, le président peut-il agir un peu comme Sarkozy à l'époque, qui avait pris les Martin Hirsch et autres, on va le dire, gens du Parti Socialiste pour les insérer dans son équipe gouvernementale? Depuis quelque temps, on évoque la possibilité pour le parti de Froundi d'entrer au gouvernement de Paul Biya. Est-ce que vous avez été au courant aussi de cette information qui circule?
Non, moi j'ai été au courant du discours du président et j'attends de voir ce que c'est que le plan d'urgence. Ouais. Parce que le plan d'urgence ne peut pas se faire avec des gens qui ont tourné pendant 30 ans sans faire avancer les choses. Peut-être donc avec des gens de l'opposition alors. Pas forcément, vous voyez. Il y a des Camerounais qui n'appartiennent même pas à des partis politiques et qui ont déjà montré de chacun dans leur domaine de quoi ils sont capables. C'est vrai que les postes ministériels sont des postes politiques, mais pour que des partis politiques entrent dans un gouvernement qui a subi une succession d'échecs, il faut bien que ce gouvernement tienne compte des programmes et des méthodes de travail des partis politiques qui peuvent y entrer. Quand il s'agit de crise, mon cher Ngo, on ne peut pas laisser tomber son pays. Mais il faut que ce soit déclaré effectivement que ce soit la crise. Quand c'est la crise, tout le monde met la main à la pâte parce que, de toutes les façons, si vous héritez demain d'un pays en lambeaux, il vous sera très difficile de le remonter. Donc, quand le principal acteur du Cameroun reconnaît que le pays, ça ne va pas, ça veut tout simplement dire qu'il tend la main. Et s'il tend la main, mais vous n'allez pas il faut vous tendre la main, vous, aux gens de l'opposition aussi. Il doit tendre la main à tous les gens qui peuvent apporter quelque chose de concret. Et moi, ce que je dis, c'est que au-delà des personnes, il faut regarder les méthodes de travail. Parce que la corruption qu'on dit dans les ministères, ça peut se régler. Ça peut se régler par tout simplement par l'électronique. Vous voyez, vous introduisez dans un guichet unique votre dossier. À tout moment, on peut savoir à quel bureau il a été bloqué, etc., etc. Donc, vous n'avez pas besoin d'être en contact avec tout ce monde-là, qui vont vous demander 5 000 par-ci, 10 000 par-là, 100 000 ou des millions. Donc, voilà des méthodes modernes qu'on utilise dans des administrations. Vous pensez que les méthodes suffisent s'il n'y a pas les hommes adaptés pour bien implémenter cela? Les deux vont ensemble. Voilà. Si l'un n'est pas accompagné de l'autre, l'efficacité est mise en cause. C'est pour ça que je reprécise ma question. Peut-on trouver ces hommes nouveaux là aujourd'hui dans les rangs de l'opposition? Dans les rangs de l'opposition d'abord. Je dis ils existent dans tous les rangs. Que ce soit de la société civile, que ce soit des hommes mûrs, que ce soit des jeunes. Et même de la diaspora aussi. De la diaspora, double nationalité, ils sont là pleins, qui sont capables d'apporter quelque chose. Maintenant, est-ce que nous voulons un gouvernement politique ou un gouvernement de technocrates? Il s'agit de ça la question, parce que en général, c'est les politiques qui sont... Bon, répondez donc à la question, la dernière sur le sujet, Cyril Sambaka, sans véritablement faire dans la langue de bois. Est-ce qu'il est bon aujourd'hui que l'opposition rentre dans le gouvernement, que ce soit le SDF, l'UPC ou même l'UDC ou le MRC, s'il arrivait qu'ils en soient sollicités quand même? Si c'est un gouvernement de crise, c'est normal. Ouais. Mais si c'est un gouvernement issu des élections que nous connaissons, avec 80%, ce n'est pas la peine. Mais on est en crise, non? Fatalement, le président a fait le constat qu'on est en crise, pratiquement. C'est vous qui le dites. J'ai essayé d'interroger certains militants du RDPC. Ils ne voient aucune crise nulle part et ils savent qu'ils peuvent régler leurs problèmes internes. Donc, le président de la République a parlé le 31 décembre comme s'il parlait aux militants du RDPC. Voyez-vous? Parce que tous les dysfonctionnements là, c'est de leur ressort. Maintenant, s'il parle de plan d'urgence et qu'il pense que la solution c'est un gouvernement de crise, moi je pense que ce n'est pas une mauvaise façon de voir des choses, parce que c'est notre pays qui est devant la sellette et nous devons pouvoir booster ce pays ensemble, parce que tous les partis politiques, leur mission c'est de pouvoir booster leur pays. Donc si la crise est déclarée et qu'on a besoin des acteurs politiques pour juguler cette crise, je crois qu'il n'y a aucun problème, à condition que les hommes soient accompagnés des méthodes de travail. Est-ce qu'on pourrait envisager un scénario où l'opposition pourrait, on va le dire, désigner le Premier ministre, par exemple? Si on maintient le poste de Premier ministre, est-ce qu'on peut voir qu'il sorte des rangs de l'opposition aujourd'hui? Mais ce n'est pas normal. Ce ne serait pas normal, parce qu'on vient d'assister à des élections législatives où le RDPC a pleinement gagné, malgré qu'ils aient gagné avec la corruption. Ils ont gagné, donc ils ont le plus de députés à l'Assemblée nationale. Maintenant, si c'est un gouvernement de crise, le chef de l'État peut mettre qui
il veut. Que ce soit dans son camp, que ce soit dans le camp de l'opposition ou dans le camp de la société civile, il peut mettre qui il veut. Mais le problème, c'est quel est le programme qu'on va donc dérouler pour sortir de cette crise gouvernementale. Quelles sont les méthodes de travail qu'on va adopter? Quel est le plan Marshall qu'on va mettre en place? Justement, parce qu'on ne nous a pas encore donné quelques indications là-dessus. Une petite question quand même sur l'Assemblée nationale qui a tenu une première session déjà. Oui. Qu'est-ce que vous en avez retenu quand même avec l'entrée de quelques opposants aussi, même si le RDPC est majoritaire? Ce que j'ai retenu, c'est que l'opposition a fait du surplace, n'est-ce pas? A fait du surplace, 2 ou 3 députés de plus pour le SDF, ça ne change rien, n'a rien à cela. C'est pour cette raison que moi, sur vos antennes ici, j'avais dit qu'il n'y a qu'une plateforme de l'opposition qui peut permettre que l'opposition couvre l'ensemble du territoire. Aucun parti de l'opposition ne pouvant le faire, les gens sont partis dans ces élections-là pour leur compte personnel. Ce n'était pas pour changer quelque chose à l'Assemblée nationale et rien ne pourra changer au niveau de l'Assemblée nationale. Je l'ai décrié, mais moi seul, je ne peux rien. Et surtout que quand on dit la vérité aux Camerounais, les gens s'abattent sur vous, même vous les journalistes, il y en a qui ne comprennent pas le bien fondé ou font semblant de ne pas comprendre que c'est ça la solution, et on vous marginalise, on dit que vous êtes des rats, on dit que vous êtes des petits, on dit que vous êtes ceci et cela, et la vérité est là aujourd'hui. La vérité est là pour que les Camerounais comprennent que c'est eux qui doivent tout faire. La citoyenneté, la nouvelle citoyenneté que nous avons toujours prônée, le nouveau contrat social, c'est ça qui sortira le Cameroun. Mais on est en démocratie, chaque citoyen est bien libre d'aller militer dans son choix. Ouais. Les députés de la nation n'ont rien fait du tout. C'est-à-dire il faut s'attendre à rien. Parce que la minorité de l'opposition qui est là ne peut pas basculer la majorité du RDPC. Quand la majorité du RDPC a vu sur le terrain des ministres laisser leur poste, venir battre campagne pour eux, faire des QG partout, des ministres laisser Yaoundé. Yaoundé était vide. Vous pensez que ces députés du RDPC là vont aller interpeller ces mêmes ministres du gouvernement? Je suis désolé. C'est impossible. Nous l'avons dit, nous l'avons crié sur tous les toits, dans tous les médias, qu'il faut faire attention. Ne votez pas ces gens parce qu'ils ne vont pas résoudre les problèmes de la nation. Ils ont été votés, même s'ils ont acheté leur vote, ils ont été votés et aujourd'hui, on ne peut rien attendre de cela. Gouvernement de crise, peut-être que c'est une porte de salut. Moi, je le dis honnêtement. Donc, pour vous, la citoyenneté a un peu foutu le camp aussi. Aujourd'hui, les Camerounais ne sont plus... Ils ont gardé leur nationalité. Peut-être parce qu'ils ont faim aussi, les Camerounais. C'est ça aussi. La famine ne peut pas se résoudre à 1000 francs pour 5 ans. Ce n'est pas possible. Ils ont leurs droits. Mais quand les Camerounais n'arrivent plus à connaître leurs droits, c'est ça qui pose problème. Ils se disent que le ministre là-bas détourne des milliards. Et ceux qui sont désœuvrés là, ils vous prennent des lames, ils vous taillardent, ils vous disent donnez l'argent. C'est à l'échelle nationale aujourd'hui. Donc, il faut un nouveau contrat social pour le Cameroun, dans lequel chaque Camerounais se regarde dans un miroir et se dit, je suis ici, qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Comment faire pour que mes enfants et mes petits-enfants puissent jouir de ce que Dieu nous a donné ici au Cameroun? Comment faire pour que le vol s'arrête, que la corruption s'arrête? Quand 20 millions, 15 millions de Camerounais vont commencer à s'interroger comme ça, chercher les voies et moyens, on saura que de la corruption, on peut doubler les salaires des fonctionnaires. S'il n'y a plus de corruption, on peut mettre des contrôles pour que les gens ne flambent pas les prix comme ils veulent, et afin que la relance puisse se faire par l'investissement avec les grands ouvrages et par la consommation avec des salaires qui sont montés. Peut-être que la solution peut venir également aussi par l'insertion d'un personnel un peu plus jeune quand même. Voilà, donc c'est l'avant-dernier sujet. Oui, concernant donc une nouvelle génération. Mais moi je suis plus tout à fait jeune aussi. Les jeunes ont le sang chaud. Voilà. Les jeunes ont le sang chaud. Ils veulent en donner. Et moi je discute avec les jeunes tout le temps. Et je me rends compte que ces jeunes-là ont beaucoup à donner. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, quand votre téléphone est bloqué, c'est à votre petit-fils ou à votre fils de 8 ans que vous remettez le téléphone, vous lui dites débloque-moi ça. Voyez-vous? Et il le fait à la seconde. Vous voyez donc que les choses évoluent. Comment voulez-vous que des gens qui ne savent pas toucher à l'ordinateur, aujourd'hui, soit ceux qui vont prendre, seront
actif sur le terrain. Vous interpellez donc de vive voix peut-être le chef de l'État pour que sa nouvelle équipe gouvernementale puisse quand même comporter quelques personnages d'un peu moins de 40 ans aussi. On a vu ça ailleurs avec beaucoup de réussite. Hein. Mais lui, il est arrivé au pouvoir à quel âge? Voilà, c'est ça. Ils sont arrivés au pouvoir. Aïdjo est arrivé au pouvoir à quel âge? C'est les gens de 32 ans. C'est des gens à 30 ans, on doit pouvoir être ministre. Je suis désolé, on doit pouvoir être ministre. Peut-être même que les ministres de 30 ans vont avoir peur de ce que les vieux la font. Donc moi je dis honnêtement, hein, c'est une opportunité pour le président de la République hein, de partir, n'est-ce pas, avec beaucoup plus de dignité que de reconnaître qu'il y a une crise au Cameroun qui ne vit que de paix et que la paix seule ne suffit pas. Il faut donc maintenant mettre toutes les intelligences et toutes les méthodes de travail pour booster le Cameroun. Et je suis sûr que si cela se fait avec des budgets programmes, les budgets programmes, c'est des budgets qui partent sur des budgets base zéro. Or, nous, on est dans des budgets de reconduction où les ordonnateurs disent que qu'est-ce qui reste encore dans la ligne là, où je peux puiser. Non, on ne peut pas gérer un pays comme ça. Et c'est ça le dernier sujet. Merci de nous l'introduire donc concernant l'économie, les clés, les leviers de l'économie avec l'émergence qui est projetée en 2035 et dont semble dire certains qu'on ne peut pas y arriver à la fin. On va le dire, l'économie qui est plombée avec un environnement des affaires particulièrement difficile au Cameroun aujourd'hui. Nous sommes en retard sur tout. Ouais. Vous voyez, sur l'industrialisation, même si aujourd'hui le monde entier décide de venir investir au Cameroun, ça ne sera pas possible parce qu'il manque d'énergie. Donc, l'économie du Cameroun est complètement plombée. Le taux de croissance, si vous mettez l'inflation dedans, vous n'êtes plus à 4%. Vous revenez peut-être à 1%. Or, l'émergence, il faut que les Camerounais le sachent, dans les pays qui ont émergé, le minimum c'est 20 ans de taux de croissance à 2 chiffres. C'est pour ça que vous voyez, la Côte d'Ivoire est en train d'accélérer, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Le taux de croissance à 2 chiffres doit faire au moins 20 ans pour que vous soyez émergent. Or, nous, dans nos programmes, nous projetons que cela se fasse, nous allions à 6%. Alors, le président a dénoncé les colloques, les séminaires et tout qui ne donnent pas grand-chose, alors que c'est son administration qui l'a mise en place, qui continue de nous pomper des documents comme le DSCE et tutti quanti. Alors, à la fin, comment en sortir? Vraiment, ce sera la dernière question sur la question. Les colloques servent à quelque chose ailleurs. C'est ici chez nous qu'on range dans les tiroirs, dans les placards. Les solutions à nos problèmes sont tous dans les placards. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a, mais ils sont tous. C'est donc quoi le problème, Cyril Sambaka? Vraiment, pour sortir cette émission, on a plein d'intelligence et plein de bonnes théories. Nous sommes dans un système qui a confisqué le pays et qui s'enrichit illicitement et que tout le monde trempe dedans. Je vous ai donné l'exemple des ministres. Les ministres qui gagnent 600 000 francs. Vous voyez leur train de vie, vous saurez s'ils gagnent 600 000 francs, s'ils sont contents de ces 600 000 francs. Donc, pour sortir de ce problème d'économie, il faut appliquer les règles économiques. Tout simplement. Il faut appliquer ce que les autres ont déjà appliqué et qui a donné des résultats. Ça existe, mais pour cela, il faut donc la volonté. Vous vivez à Douala depuis quelques années. Comment jugez-vous l'action du délégué du gouvernement, M. Fritz Tonnerre, qui est beaucoup décrié depuis quelque temps? Son bilan au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez le spectacle autour de la ville de Douala? Ben, le bilan, vous voulez que je vous donne quel bilan? Le bilan, c'est à l'image du bilan du Cameroun. Peut-être qu'il a la volonté. Mais la volonté doit arriver de plus haut, les moyens avec. Je crois que vous savez, la communauté urbaine par exemple de Douala est forcément entourée des gens qui sont capables de travailler. En gérant de gros budgets quand même de ce côté aussi, avec la complicité de toutes les mairies de la place aussi. Vous appelez ça gros budget? Avec beaucoup de projets qui sont détournés avec beaucoup de millions de francs. Même les projets d'une ville comme Douala, le budget d'une ville comme Douala, c'est un petit budget. Il n'est pas à l'image d'une ville qu'on veut vraiment une métropole. Donc, malgré cela, ce peu de budget, il faut aller quémander, il faut aller dire, il faut des interventions pour qu'on lâche un peu du lest. Moi, je dis, quel est ce pays, Séverin, où vous avez même un budget. Mais pour que vous entrez effectivement dans ce budget, il faut aller faire le salam alek. Vous avez un ministère comment on appelle ça, de trucs publics, des marchés publics, qui n'arrive pas à s'organiser. Et les investissements ne se font même pas à 50%.
Et nous avons besoin des routes, nous avons besoin. Les investissements ne décollent pas. Comment voulez-vous donc qu'on puisse faire la relance par les investissements? En tout cas, d'après nos informations, on est arrivé malheureusement à la fin. On nous indique que le gouvernement pourrait se resserrer. On va à nouveau éclater ou bien regrouper certains ministères parce qu'on est à presque une quarantaine de départements ministériels au Cameroun avec de gros montants qui sont consommés inutilement. On pourrait les regrouper, par exemple, l'éducation de base et les enseignements secondaires pourraient se retrouver à nouveau. Et puis, vous parlez des travaux publics, non, des marchés publics. Il y a l'agence de régulation des marchés également. Il y a le ministère des travaux publics. Donc tout cela, ça fait des ordres effectivement. Donc c'est une navigation à vue parce qu'on revient en arrière par rapport à ce qui se faisait déjà. Il y a des méthodes modernes pour moderniser le pays. Le Cameroun a ses intelligences. Il faut cette volonté. Il faut, n'est-ce pas, comme on a dit, un problème de crise. Nous devons nous mettre tous pour donner des solutions. Et avec votre contribution, vous les hommes politiques, voilà, et nous avons inventé ce plateau pour vous également, pour que le pays puisse changer. Pas seulement les politiques, le Grand Soir accueille aussi des leaders d'associations, des dames, les hommes de culture, tous ceux qui ont, on va le dire, la volonté de faire avancer, faire bouger les choses. Voilà, merci à l'équipe technique pour cette autre édition de votre émission préférée. Et à demain. C'est une équipe de journalistes et d'animateurs dynamiques constituée de jeunes hautement qualifiés. C'est des techniciens jouissant d'une expertise avérée et dotés d'une logistique à la pointe de la technologie. C'est un staff administratif compétent à l'écoute du personnel. C'est une diversité de programmes, de charme pour des téléspectateurs prestige. Elle vous écoute, vous regarde et vous rassemble parce qu'elle vous ressemble. C'est GBS. La télé de proximité.